il se tient en ce moment et jusqu'au 12 novembre prochain une exposition au musée de préhistoire d'Île-de-France, à Nemours, pas loin d'ici, intitulée « Mémoire rupestre ». C'est un projet d'Anne-Sophie Leclerc. Vous ne m'entendez pas ? C'est bon ? Ah bon, non, je voyais des signes. C'est un projet d'Anne-Sophie Leclerc, la conservatrice du musée, qui est dans la salle, et qui a également lancé l'idée de cette table ronde, et je l'en remercie très vivement. Tous mes remerciements aussi aux organisateurs du festival qui ont accepté cette idée, et ils nous ont fait l'honneur de nous accueillir ici dans cette chapelle somptueuse pour cette table ronde qu'on pourrait renommer finalement entre rock art, c'est comme ça qu'on dit art rupestre en anglais, entre rock art et rococo. Cela ne va pas parfaitement ensemble, il va falloir nous habituer et nous concentrer sur ces toutes petites chapelles préhistoriques que vous voyez à l'écran. Donc je vous invite à entrer dans ces petites chapelles. Cette exposition Mémoire rupestre à Nemours réunit les œuvres photographiques qui ont été spécialement réalisées à cette occasion par Emmanuel Breteau, qui est ici présent, donc à l'extrême gauche. Et ces photographies ont pour sujet un patrimoine qui est encore assez peu connu, qui remonte jusqu'au temps de Lascaux et qui couvre ensuite surtout la fin de la préhistoire et, à titre plus anecdotique, diverses périodes historiques jusqu'à nos jours. Il s'agit de gravures qui tapissent parfois en totalité, comme vous le voyez ici, c'est recouvert de fond en comble, plus de 2000 petits abris comme celui-ci. Cet abri peut accueillir une personne à peine en rampant, vous voyez, donc c'est tout petit. Donc plus de 2000 abris dans les cahots de rochers de grès du sud de l'Île-de-France, qui sont familiers aux varapeurs et aux promeneurs, en particulier dans le massif de Fontainebleau, donc à quelques kilomètres d'ici. Un massif forestier qui reçoit chaque année plus de 10 millions de visiteurs, dont la plupart ignorent ce patrimoine qui a été reconnu il y a 150 ans environ. Reconnu, mais assez peu valorisé jusqu'ici. L'écrivain Jean Rouault, que j'ai ici à mes côtés, à gauche, note d'ailleurs « Vous pourrez passer 1000 fois devant une étroite cavité ménagée dans les rochers et ignorer qu'elle est parée d'un fouillis de micro-sillons. » C'est dans la préface du catalogue de l'exposition publiée chez Xavier Barral. Jean Rouault et Emmanuel Breteau sont donc à mes côtés, et aussi Alain Bénard, à droite, qui est archéologue comme moi, qui dirige une association de bénévoles, le GERSAR, qui depuis 40 ans découvre et inventorie inlassablement ces abris ornés. Je suis donc moi-même archéologue préhistorien, professeur à Paris 1, et je m'intéresse depuis quelque temps à ce patrimoine, en particulier aux quelques rares œuvres animalières paléolithiques, celles du temps de Lascaux, les plus anciennes, et surtout à la composante la plus importante, celle que vous voyez d'ores et déjà ici, des sillons plus ou moins profonds, plus ou moins ordonnés en quadrillage, cette composante étant rapportée au 8e millénaire avant Jésus-Christ, il y a 10 000 ans. C'est donc l'époque des derniers chasseurs-collecteurs en France, avant l'introduction de l'agriculture et de l'élevage dans nos contrées. C'est donc essentiellement sur cette période, le Mésolithique, on dit, que l'on va mettre l'accent pour cette discussion à quatre que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer. Je vais me tourner d'abord vers Alain Bénard, donc qui est à ma droite, c'est pas pratique avec le micro, qui est donc chercheur bénévole, pour qu'il nous éclaire sur le contexte de ces gravures et sur leurs principales caractéristiques. Est-ce que tu peux, Alain, déjà nous rappeler à quoi ressemblent ces abris, leur forme et leur dimension? Alors on parle d'abris, et non pas de grotte, parce que le terme grotte est un peu exagéré. Donc la zone des grès dite de Fontainebleau occupe tout le sud de l'Île-de-France, de la forêt de Fontainebleau à la forêt de Rambouillet, en massifs plus ou moins dispersés. Ces cahots, qui sont dus à l'érosion, présentent quelques petites cavités, toujours de très petites dimensions, dans lesquelles nous trouvons ces gravures. À ce jour, nous n'avons aucun cas de gravure en plein air. Donc pour les préhistoriques qui ont gravé, la cavité était signifiante.
Alors évidemment, c'est une difficulté pour nous de les trouver. Il faut faire de la prospection. Les cavités sont parfois très étroites. Et les gravures nécessitent quelquefois, pour les voir, de se mettre dans des positions assez inconfortables. Merci. Est-ce que tu peux rappeler à quand remonte donc la découverte de ce patrimoine et faire surtout un peu l'historique des recherches, grosso modo, jusqu'à aujourd'hui? Alors le tout premier abri orné a été signalé en 1868 à Balancourt par deux historiens qui ignoraient évidemment totalement l'art rupestre, et en plus l'art préhistorique pariétal n'était pas reconnu à cette époque. Donc ils ont bien observé des signes, ils ont essayé de faire des comparaisons avec les runes scandinaves, etc. Mais ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. En particulier, ils ont dénommé le site le sanctuaire celtique du mont de Balancourt, puisque c'était en fait un espèce de vestige de la celtomanie du XVIIIe siècle. Donc, ils n'avaient pas d'autres éléments de comparaison, et ils ont baptisé ce site d'art rupestre le mont celtique de Balancourt. Alors ensuite, les découvertes ont été assez sporadiques. Le principal pour cette période 1902-1930, c'est Georges Courty, qui habitait la région et qui a fait un inventaire assez limité aux environs de son domicile. Nous avons aussi un peintre qui habitait Montigny, Frédéric Head, qui a un peu participé à la découverte en forêt domaniale de Fontainebleau. Ensuite, il faut arriver à la guerre, en fait, après la guerre, avec James Baudet, Robert Humblot, Jacques Inou, qui ont développé les découvertes, plus d'autres personnes qui sporadiquement ont fait quelques découvertes. Et il faut attendre la création de notre association en 1975, à date à laquelle nous connaissions 450 abris ornés environ. Et Boris vous a indiqué tout à l'heure 2000, nous avons à la date d'aujourd'hui plus de 3012 abris. Donc il faut actualiser tes données. Nous continuons les prospections et nous ne pourrons pas évidemment étudier tous les abris vu le nombre. 3000 abris ornés d'intérêts très variables naturellement. Ça va d'abris très riches à des abris très modestes. Voilà, donc le travail se poursuit. Cette association s'appelle donc le GERSAR, groupe d'études et de recherche et de sauvegarde de l'art rupestre. Et de sauvegarde, on va y venir dans un instant, de l'art rupestre. Il y a un site internet et on peut y adhérer, n'est-ce pas ? Avec des promenades qui sont organisées à l'occasion des visites, et puis tout un travail donc de prospection et d'inventaire. On a donc un premier diaporama avec quelques images qui va te permettre, Alain, on s'était mis d'accord, de montrer un tout petit peu sur diapositive la diversité chronologique de ces gravures avec un focus, on va s'arrêter un instant, sur le mésolithique du 8e millénaire avant Jésus-Christ. Donc je te passe la première diapositive, et si tu peux commenter un tout petit peu à chaque fois. Et déjà sur celle-ci, là. Ah pardon, excuse-moi. Ah ben non, elle est là aussi. D'accord. Donc nous avons quelques exemples très anciens d'art paléolithique en forêt. En fait, on n'en connaît que deux, certains. Un cheval, que vous voyez ici sur la vue, qui, par son style, s'apparente aux chevaux de la grotte de Lascaux. Et nous avons également un autre cheval qui a été peint, qui a été trouvé dans les déblais d'une carrière, qui a été miraculeusement sauvé et qui se trouve exposé à Saint-Germain-en-Laye, au musée d'archéologie nationale. Donc très peu d'exemples du paléolithique. La photo suivante. Est-ce que vous voyez bien le cheval ? Parce que je cherchais un pointeur lumineux, mais on ne m'en a pas donné. On voit très bien ses pattes arrière, sa queue. Avec la souris, peut-être. Voilà. J'ose pas. On a un peu de temps, donc ça vaut le coup de. La tête est là. La ligne de dos, la croupe, les pattes arrière, les pattes avant. Vous voyez pas la petite flèche ? Mais vous voyez la flèche ? Ça y est, j'ai trouvé. On voit pas la flèche à l'écran. Tiens, c'est fourni par rien. Il faut que tu.
Bon, c'est assez mince. Alors, ce cheval est attribué au Paléolithique sur des critères stylistiques, puisqu'on n'a aucun vestige, aucun contexte archéologique. Vous voyez que l'animal a si vous connaissez un petit peu les choix de la grotte de Lascaux, l'animal est un peu disproportionné, avec un abdomen qui est trop long. Il y a quelques petites astuces de dessin. Ici, vous voyez, il y en a... Elle est où, mon truc? Bon, je ne la vois plus. Ah si. Ici, quelques petites astuces de dessin avec une interruption du tracé pour montrer le second plan. Puisqu'on a un animal qui est vu de profil et on voit les quatre pattes, ce qui est une anomalie. Donc si vous comparez avec les chevaux chinois de la grotte de Lascaux, pour indiquer le second plan, on interrompt le tracé. Même chose ici. Pas le pointeur. Bon. Tiens. Bon. Autre caractéristique, alors, c'est... Oui, tiens, ça marche. Ça devrait marcher, non? Enfin, c'est intermittent. Je suis désolé. Essaye à nouveau, sinon... Bon, écoute. Hein. Bon, allez, on va commenter. Un autre critère qui permet de l'attribuer au Paléolithique, c'est l'animation segmentaire. Nous avons un arrière-train qui est au repos et un avant-train qui est en semi-cadré, en semi-cabré. C'est aussi un caractère qui est commun aux chevaux de Lascaux. Et la seule différence, c'est la crinière, qui est ici tombante, alors que la plupart des chevaux paléolithiques ont une crinière hérissée. Néanmoins, il y a un consensus général pour attribuer cette gravure au Paléolithique. Madame demandait quelle date. Lascaux n'est pas daté. Quel malheur, car il n'y a rien pour dater directement Lascaux sur les parois. Il n'y a pas de charbon. Ce qui se date sur les parois, c'est les charbons qui peuvent entrer dans la composition des pigments, et tout est fait, dans ce qu'on a analysé pour l'instant à Lascaux, au manganèse, à l'oxyde de manganèse, qui ne se date pas. Par divers recoupements, on considère que Lascaux pourrait remonter au XXe millénaire avant Jésus-Christ. Ici, on n'a aucune possibilité de faire de date directe, puisque c'est de la gravure sur pierre, mais le style, comme le disait Alain, est tout à fait superposable. Il se peut que ce soit un artiste de Lascaux qui soit venu là, hein, tellement c'est similaire. Donc on peut caler ça dans le même moment artistique, sachant que ce moment artistique est encadré par des moments stylistiquement très, très différents. Suivante. Alors là, vous avez un exemple classique d'un ensemble gravé que l'on attribue donc au Mésolithique, avec les quadrillages, qui est la gravure emblématique de l'art rupestre de Fontainebleau. Donc c'est un art rupestre non figuratif, à base de lignes droites, obtenu par rainurage. Nous sommes dans du grès. C'est une roche qui est très dure, c'est de la silice. Et à l'époque, on ne pouvait graver qu'avec des gravoirs qui étaient faits soit en grès, soit en silex. Donc silice contre silice. Donc ça favorise évidemment la ligne droite. Nous avons un technostyle. Les quadrillages, comme vous le voyez, sont disposés de façon anarchique. On n'a jamais su ou pu comprendre s'il y avait une organisation. On n'a pas su la voir, s'il y en a une. Et la distribution des gravures dans les abris est tout à fait aléatoire. On en a au sol, au plafond, à droite, à gauche. Les abris sont plus ou moins décorés. Quelquefois, on a un seul sillon, d'autres fois, c'est très riche. La répartition des abris ornés dans le milieu naturel est tout à fait aléatoire. On n'a jamais trouvé de constante entre les points cardinaux, le haut, le bas des collines. C'est tout à fait aléatoire. Il n'y a pas de choix, sauf le choix de la cavité. La cavité, donc, était signifiante. Donc, pour ces graveurs, il n'y avait pas de souci d'ostentation. C'était la discrétion. D'autant plus que certains abris sont extrêmement étroits. Et même quelquefois, le graveur n'a pas vu ce qu'il gravait. Il gravait à bout de bras, sans voir de face ce qu'il voulait graver. La suivante. Alors, je vous ai dit que c'était un art essentiellement non figuratif, mais nous avons quelques exemples de représentations animalières ou d'anthropomorphes, toujours très schématiques. Là se pose la question de l'hétérogénéité chronoculturelle de cet art rupestre.
comme nous n'avons pas de contexte archéologique, on peut toujours avoir certaines hésitations pour attribuer certaines gravures à une période ou à une autre. Donc il faut accepter une marge d'erreur. Donc là, vous avez un cervidé qui semble être associé à des gravures, comme c'est dans le cas ici avec les gravures non figuratives, donc on peut leur attribuer une contemporanéité, mais dans d'autres cas, on peut hésiter. La suivante. Donc nous passons du Mésolithique à la période suivante. Et donc le Mésolithique, ce sont les chasseurs-cueilleurs, les derniers chasseurs-cueilleurs, et une évolution du climat qui devient sensiblement identique à l'actuel. Nous passons au Néolithique avec quelques exemples de gravures. Donc ici, la célèbre vache de Buthier. Nous ne vous présenterons pas les dernières découvertes tout à fait récentes. Nous avons depuis peu un ensemble de gravures attribuées au Néolithique tout à fait exceptionnel qui vient tout juste de sortir dans les publications. Ici, vous avez une gravure de hache qui est obtenue par champ levé un petit peu. Ce n'est pas uniquement du rainurage, il y a un enlèvement de gravure par un piquetage. La suivante. Donc nous avons quelques gravures aussi de l'âge du bronze, peut-être un peu plus avec des découvertes là aussi récentes dont l'étude n'est pas encore aboutie et les attributions chronoculturelles sont encore incertaines. Mais nous avons quelques exemples certains de gravures de l'âge du bronze. Nous n'avons rien pour le gallo-romain, ni l'âge du fer, et nous passons au Moyen-Âge avec une gravure tout à fait exceptionnelle d'un fantassin avec quelques éléments caractéristiques du XIIe siècle, avec en particulier le bouclier de type normand qui est très grand, qui est un bouclier qui a été planté, pour ça qu'il est pointu, pour que le fantassin se protège derrière. Il a un casque qui est un casque aussi de bassinet et une grande lance avec des barres d'arrêt tout à fait caractéristiques du XIIe siècle. Si vous allez à Bayeux et vous allez voir la célèbre tapisserie, vous trouvez des représentations de fantassins tout à fait identiques avec ces boucliers. Donc là, c'est une découverte tout à fait exceptionnelle et particulièrement bien datée en raison de ces petits détails techniques. La suivante. C'est la dernière. C'est ça, c'est les graffitis. Ah oui, c'est la dernière. Ça. C'est la dernière, oui. Alors notre gros problème, c'est la sauvegarde. Le massif de Fontainebleau est une forêt périurbaine de loisirs avec une hyper-fréquentation. Il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes par les beaux jours de printemps. Donc le potentiel destructeur est énorme. Et malgré ça, il y a peu de destruction. Néanmoins, il y en a, comme cette grotte, cet abri, qui est gravé de différents motifs, mais quelquefois, nous pouvons avoir des inscriptions anciennes, ce qu'on appelle des graffitis anciens, qui peuvent avoir un certain intérêt. Donc le problème de la sauvegarde est énorme. En 1955, il y a quelques abris qui ont été classés monuments historiques et qui ont été murés. Alors ce n'était pas une bonne solution, parce qu'on ne peut plus y aller. Et d'autant plus que les gravures parfois arrivent jusqu'au bord de la grotte, et les murs ont été construits sur les gravures. Donc c'est pas très malin. Donc pour nous, la meilleure des protections, c'est la discrétion et l'information du public. C'est pour ça que nous organisons des sorties, parce que lorsque l'on connaît, on respecte. Les destructions constatées, les dégradations constatées sont dues en fait à l'ignorance. Des gens qui font des graffitis sans savoir, ce ne sont pas des gestes iconoclastes, c'est de l'ignorance. On a quelques bombages de peinture, mais néanmoins, compte tenu de l'hyper-fréquentation de la forêt, ces quelques cas de dégradation sont tout à fait minimes. J'ajoute juste un petit commentaire là-dessus, puisqu'on est soucieux désormais de la conservation, bien sûr, de ce patrimoine. Alain a montré l'exemple en montant cette association, et on se préoccupe maintenant avec le ministère de la Culture de prendre des mesures. Elles sont très difficiles à prendre, tellement il y a d'abris, 3000, je ne les connaissais pas tous. Ça change chaque jour. Tous les jours.
Le petit cheval que vous avez vu, qui est une œuvre absolument unique, hein, j'insiste beaucoup, il faut aller jusqu'à Lascaux pour trouver une œuvre de pareil style. Hein. Donc c'est d'ailleurs, il n'y a rien entre les deux, ce qui pose des tas de questions sur la géographie préhistorique, des questions intéressantes sur lesquelles on pourra revenir en conclusion. Donc c'est une œuvre unique dans le patrimoine local et dans le patrimoine de l'humanité, j'ai envie de dire. Et il y a un bombage à la peinture bleue qui a été fait récemment à 1 mètre du petit cheval par quelqu'un qui ignorait complètement l'existence de cette gravure. Donc ça fait un peu froid dans le dos. Comme il fait froid dans le dos, les photos que je montrais à Alain tout à l'heure, on y travaille ensemble dans cette zone en ce moment, et j'y suis retourné l'autre jour pour le week-end de l'Ascension. Il y avait 15 voitures qui étaient garées à 200 mètres de là. Voilà. Bon, le plus étonnant en fait dans l'histoire, c'est que la forêt est très 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 fréquentée, et pour autant, moi je suis sûr qu'il y a des gens qui voient des choses. Pas le petit cheval, il est bien caché, mais qui voient des choses et qui, pour la plupart, en prennent soin, sans nécessairement savoir exactement de quoi il s'agit, mais par respect pour les traces anciennes. Prenez-en soin, hein, si vous en découvrez. J'ajouterai une dernière chose là-dessus, c'est qu'on a découvert aussi que y a les vraies déprédations, la peinture, les feux de campeurs à l'intérieur des abris. Mais on a découvert aussi qu'en visitant ces abris étroits, en se frottant contre les parois, c'est du grès, donc c'est très friable et ça abîme. Hein, donc il faut plutôt regarder ça de loin. Et je vous expliquerai ensuite ce que nous sommes en train de faire pour en garder des traces pérennes. Donc tu as déjà répondu à la question de la protection, tu as anticipé sur cette question que je voulais te poser, et j'aurais maintenant une question un tout petit peu plus personnelle, si tu me permets, sur l'attrait qu'exercent sur toi ces gravures. En particulier, on va peut-être les remontrer, la composante essentielle, quantitativement, hein, ce sont ces fameux quadrillages mésolithiques, donc du 8e millénaire avant Jésus-Christ. Donc est-ce que tu peux nous dire quelque chose, Alain, sur ce qui te pousse depuis des années à crapahuter là-dedans, à y retourner? Qu'est-ce qui t'attire? C'est la forêt déjà, parce que j'ai une formation de naturaliste. Donc j'aime bien la forêt, les animaux, les petites plantes, etc. J'aime bien me promener. Et moi j'aime la préhistoire aussi. Et donc en forêt de Fontainebleau, il y avait ce sujet-là, tout à fait énigmatique, qui méritait d'être approfondi dans un cadre associatif, puisque nous opérons dans un cadre associatif. Donc c'est un travail collectif, ce n'est pas uniquement moi, évidemment, qui fait des choses. C'est tout un ensemble de prospecteurs, de jeunes ou de moins jeunes maintenant, qui cherchons et étudions ces gravures. Donc il y a évidemment quelque chose à comprendre, parce que vous voyez ce panneau-là avec ces quadrillages, c'est peu parlant. C'est un graphisme élémentaire qui était imposé aux graveurs. La rupestre de Fontainebleau est extrêmement stéréotypée. Et dans le cas des quadrillages, par exemple, la structure quadrillage était imposée aux graveurs, mais dans la réalisation, il faisait un peu ce qu'il voulait, en fonction de la force de sa motivation, de sa force physique, du temps dont il disposait, de la dureté de la roche. On connaît des quadrillages qui sont tracés à la règle quasiment, puis d'autres qui sont faits visiblement par-dessus la jambe. Mais néanmoins, le graphisme quadrillage était imposé. Voilà, donc nous essayons de comprendre, et pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose. On essaye. Alors c'est pour cette raison que l'on a approfondi avec l'université les techniques pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Avant d'amorcer un dialogue avec Jean, je voulais faire un tout petit peu de publicité, au sens le plus noble du terme, pour la dernière grande synthèse en date sur ces manifestations, le livre d'Alain, Symbole et mystère, c'est l'éditeur qui t'a imposé ça, ça te ressemble pas trop ça, le titre, non, c'est Symbole et mystère. C'est une prérogative de l'éditeur de choisir le titre. Aux éditions on m'a pas Errance. demandé mon avis. Et puis vous avez ici le catalogue
de l'exposition Mémoire rupestre, avec les photos d'Emmanuel Breteau, donc à l'extrême gauche, que l'on vient de voir, dont on vient de voir un tout petit échantillon. Toutes les photos qui sont passées sont des photos d'Emmanuel, et on va revoir maintenant un autre diaporama plus développé. Et vous avez donc ici à droite quelques vues de l'exposition avec son entrée qui vous met en condition. Et puis, comme j'en suis pas responsable, je peux le dire, c'est un très bel accrochage. Ça permet d'en voir plus que ce que nous allons vous montrer maintenant, puisqu'on a prévu donc un petit diaporama qui va passer maintenant que vous êtes familiarisé avec ces images. On va en passer un tout petit peu plus développé. Vous allez voir d'autres choses en boucle, comme une espèce d'arrière-plan de notre conversation. Alors, je lance le diaporama en espérant que je ne vais pas faire de bêtises. Oh là là, j'y arrive, extraordinaire. Je crois que c'est bon, c'est parfait. Je vais me tourner vers Jean Houot, écrivain, pour qui la préhistoire a bien des choses à nous dire, afin qu'il nous livre ses principales interprétations. Alain disait qu'il avait du mal, Jean en a un tout petit peu moins. Des interprétations poétiques, on va revenir là-dessus, sur sa méthode. Ces interprétations poétiques, notamment sur les quadrillages mésolithiques. Donc vous avez en arrière-plan ce diaporama avec 50 photographies d'Emmanuel qui vont vous mettre donc dans l'ambiance de ces petites grottes avec ce fouillis apparent de motifs mésolithiques, et aussi vous reverrez quelques gravures plus anciennes ou plus récentes. Dans ta préface, Jean, il y a une phrase qui résume parfaitement bien mes frustrations, et celle d'Alain sans doute, mes frustrations initiales de chercheur face à ce fouillis. Tu écris, c'est la préface au catalogue des photos d'Emmanuel. Tu écris, c'est bien cette intelligibilité que l'on perçoit et qui nous fascine, et dont on enrage de ne pas percer la signification. Frustration initiale, je précise pour moi, puisqu'il faut être un peu frustré pour être chercheur, n'est-ce pas? Je commence à dépasser la frustration. Toi aussi, à ta manière, Jean, une manière poétique, me dis-tu souvent. Peux-tu préciser? Oui. En fait, quand on se trouve confronté à ce genre de réalisation comme ça, il faut se débarrasser de tout ce que l'on sait et se mettre à la place de ces gens. Ça, c'est le point de vue du romancier. C'est-à-dire que vous êtes, si vous êtes à Chauvet ou à Lascaux ou dans ces grottes somptueuses du Paléolithique, vous êtes obligé de vous mettre à la place de celui qui dessine, qui grave, en oubliant tout ce que vous savez du monde. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'effroi de tous ces gens-là, à savoir l'alternance du jour et la nuit, les saisons, la lune qui disparaît, réapparaît, le soleil, etc., les éclairs, les nuages, tout ce qui pour nous ne pose pas de problème, puisqu'on sait quelles sont les mécaniques du monde qui mettent en marche comme ça tous les astres, toutes les planètes, etc. Si on oublie tout ça, c'est-à-dire si on fait un blanc de la mémoire, un nettoyage de notre mémoire, comme on fait un nettoyage d'ordinateur, on est obligé de trouver des réponses. Et il faut que les réponses soient cohérentes, parce que tous ces mouvements, toutes ces alternances là comme ça du jour et de la nuit, des saisons et tout, c'est extrêmement anxiogène. La tombée de la nuit, nous on ne sait pas parce qu'on vit dans des villes illuminées évidemment toute la nuit. C'est quelque chose, lorsque vous êtes en pleine campagne dans une nuit noire, c'est extrêmement angoissant. Évidemment que la grande peur, c'est est-ce que demain matin le soleil sera au rendez-vous? Donc la peur de la nuit éternelle, c'est ce qui fonde toute cette préoccupation qui amène comme ça à s'exprimer à l'intérieur de la terre dans des grottes. Il faut trouver une explication rationnelle à tout ça. Et ces gens-là trouvent une explication rationnelle. Il est évident qu'ils prennent leurs exemples dans ce qu'il y a de plus puissant au monde.
Au Paléolithique, le climat est un climat glaciaire, sibérien. On est dans une toundra comme ça, où le regard porte loin, puisqu'il n'y a pas de végétation pour arrêter ce regard. C'est-à-dire que là, on est dans une perception horizontale du monde, et on voit que dans ce monde extrêmement hostile, il y a des créatures qui semblent s'en tirer plutôt facilement, plutôt mieux que les hommes. Et ces créatures-là, ce sont donc ce que l'on a représenté sur les grottes, ce sont les mammouths, ce sont les chevaux, ce sont les lions pour ce qui est des grottes d'Ardèche, les aurochs, etc., les cervidés et tout. Ce sont donc eux qui intimident. Donc ce sont eux qui, normalement, ont la réponse, puisqu'ils semblent en affinité avec ce monde-là. Donc on va les mettre en scène avec, pour chacun, un rôle dans cette configuration du monde. Il faut lire ces représentations des grottes comme des systèmes cosmogoniques, voilà, comme des genèses, si vous voulez. Donc c'est assez facile, en fait, de décoder, mais ça, ce sera pour une autre fois. Mais on en retient ceci, c'est que il faut trouver un moyen de s'accommoder cet effroi du monde, cet état comme ça de frayeur permanente dans lequel le monde nous tient, pour apprendre que demain matin, le soleil sera là. Que cette peur de la nuit permanente, en fait, c'est une fausse peur, puisque jusqu'à présent, à part ces petits moments bizarres quand la lune passe devant le soleil, globalement, ça marche bien le système. Donc il y a une cohérence. Donc il s'agit évidemment de communiquer avec ces grandes puissances du monde, de leur signifier qu'on est au courant. Voilà, on a compris comment ça marchait et on vous le représente. Quand Alain parlait de discrétion, c'est une discrétion par rapport à ce que l'on connaît de l'art. Là, il faut oublier ce genre de concept. C'est une discrétion dans la mesure où il ne s'agit pas de simèse, il ne s'agit pas de défiler devant des œuvres d'art. Personne n'a défilé à Chauvet ou à Lascaux, et quand j'ai eu la chance de visiter des grottes qui ne se visitent pas, c'est des grottes qui n'ont jamais été visitées. Elles ont, une fois que... Il y en a une comme ça somptueuse à Cussac, en Dordogne. Une fois que la grotte a été achevée, eh bien on l'a fermée. On sait qu'on l'a fermée puisque dans la grotte il y a des squelettes qui sont déposés dans des bauges d'ours, et ces squelettes-là n'ont pas été dérangés. Or un squelette, des corps, des cadavres déposés dans une bauge, il y a forcément les charognards qui arrivent et qui dispersent tout ça. Les corps sont encore parfaitement disposés, la cage thoracique s'est effondrée sur elle-même avec le temps, mais il n'y a pas eu de pagaille, ce qui veut dire qu'on a fermé volontairement. Ça veut dire que cette représentation, ce grand panneau somptueux de Cussac, ce n'est pas pour le commun des mortels, littéralement. C'est pour ces puissances du monde qui sont en mesure peut-être d'accompagner les défunts de l'autre côté. Car ce qu'on voit à Cussac, c'est évidemment qu'on est dans un rite de passage, dans un livre des morts, comme on en a trouvé chez les anciens Égyptiens. Donc on voit que cette familiarité avec les puissances les puissances du monde, les puissances inconnues du monde, mais qui sont extrêmement puissantes puisqu'elles sont capables de faire la nuit, de faire le jour et de faire toutes ces choses-là, le froid, le chaud et tout, que ces puissances du monde, on a tout intérêt à se les accommoder, ce qui passe par quelque chose que l'on connaît bien aussi, qui est la louange. C'est-à-dire que, vous savez, il y a à Saint-Denis, donc l'abbé Sugère qui a lancé la première cathédrale, son mot d'ordre, celui qu'il donnait à ses architectes, à ses maçons, à ses maîtres verriers et tout, c'était « rien n'est trop beau pour louer Dieu ». C'est-à-dire qu'on arrive avec cette volonté d'offrir ce qu'il y a de plus beau. Et il se trouve que dans ces sociétés-là, qui sont composées de gens comme nous, puisque ce sont les sapiens sapiens, hein, nous sommes tous, nous venons tous de là, nous sommes tous frères et sœurs. Ces sapiens sapiens ont évidemment parmi eux des gens doués.
Vous savez, c'est comme ces enfants-là qui soudain ont un coup de crayon. Eh bien, le coup de crayon chez Sapiens Sapiens, ça existe. Et donc, on les sélectionne, ces gens. Et c'est ceux-là qu'on va envoyer dans les entrailles de la Terre pour dessiner ces parois somptueuses telles qu'on peut les voir. Mais il ne s'agit évidemment pas, encore une fois, de faire descendre tout le monde après pour admirer, applaudir et pour dire, tiens, moi je vais acheter celle-là, celui-là, et Monsieur Pinault qui achète le tout, qui achète toute la grotte. Il s'agit d'envoyer un message aux puissances du monde. C'est une offrande. Quand à la fin du Paléolithique, il se passe une chose, c'est un réchauffement climatique qui va changer radicalement ce paradigme comme ça de la perception du monde, puisque avec le Mésolithique, avec le réchauffement, on assiste à une gigantesque efflorescence qui est la maladie verte. Et la maladie verte, c'est la terre qui se couvre de forêts. Sous toutes ces régions-ci qui étaient désertes, soudain, par le réchauffement, c'est la forêt qui pousse. Et une forêt dense, une forêt primitive, qui du coup arrête le regard. Le changement de paradigme, il est là, on passe de l'horizontalité à la verticalité. Et dans l'horizontalité, qu'est-ce qu'on avait ? On avait la vue. On voit de loin. On voyait de loin ces hardes de chevaux, ces hordes de chevaux, ces hardes de cerfs, etc. Et au lieu que... Avec la forêt, soudain, le regard est arrêté. Le regard est arrêté par ce foisonnement comme ça de buissonniers, de brindilles, de branches et tout. Et ce que propose la forêt, c'est la cécité. On ne voit rien dans une forêt. En revanche, une fois qu'on ne voit pas, on entend. Et donc, on va remplacer la vue par un autre sens qui était aux aguets dans les premiers temps, mais qui là va devenir primordial, qui est l'écoute. Et quand on écoute intimement, on entend des voix. Donc comment communiquer avec ces voix qui sont sans forme, qui sont informes littéralement. Quand on prêtait aux animaux du Paléolithique une puissance formidable, on pouvait les dessiner, puisqu'on les voyait. Là, maintenant que ce n'est plus la vue qui commande, mais c'est l'ouïe qui est primordial. Vous savez, il y avait un proverbe indien, de Ojibwe, je crois, qui dit, un chef indien qui dit « Nous aimons la tranquillité, nous laissons la souris jouer en paix, quand les bois frémissent sous le vent, nous n'avons pas peur. » Donc, cette idée que la forêt aussi fait peur, que le vent dans les branches communique quelque chose. Du coup, on passe avec les génies de l'air à ce moment-là, les génies du ciel. Et donc, dans cette irruption formidable comme ça de la forêt, le message change évidemment. Et ce qui change, c'est que en passant de la vue à l'ouïe, il est évident que la représentation, le mode de communication n'est plus le même, et qu'on passe d'un type de représentation à autre chose qui est de l'ordre de quelque chose de parfaitement conceptuel, qui est une sorte d'écriture. Ce n'est pas de l'écriture, mais c'est une forme par l'écrit, par les traits, une façon de communiquer quelque chose. Le mode de fonctionnement est le même, c'est-à-dire qu'on s'enfouit, on rentre dans des niches, sauf que du temps de Lascaux et de Chauvet, c'était des grottes formidables. Là, on n'est pas dans une région de grottes, mais c'est quand même toujours dans les cavités, toujours dans cette idée de la matrice. Donc, toutes ces cavités, effectivement, on y rentre à quatre pattes, voire en rampant, et que le souci des gens qui ont tracé ces signes, ce n'est pas de faire une œuvre d'art, ce n'est pas de se prendre du recul, de dire « Oh, c'est chouette ce que j'ai fait là ». C'est dire « Je témoigne, je fais passer quelque chose. Dans ce fouillis de branches-là, comme ça, moi je communique aussi avec un langage. » Il se trouve que c'est un quadrillage, ce sont des quadrillages qui sont les plus répandus. Merci. Qui sont les plus répandus dans la forêt de Fontainebleau, dans les caos rocheux, et que le carré, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas à l'état de nature. Vous trouvez le cercle, vous trouvez avec le soleil, le disque solaire, le disque de la lune, la circonférence des arbres. Le cercle existe.
mais pas le carré. Ça veut dire qu'on est dans une invention conceptuelle, un langage unique, qui est celui que vous cherchez pour communiquer avec des moyens, voilà, qui n'existent pas. Donc, cette forme d'expression, comme ça, qui était, encore une fois, parfaitement intelligible pour les gens qui traçaient ces carrés-là, est une forme de communication avec les puissances inconnues du monde, et en sachant, encore une fois, que ce qui était connu avant, puisque ces puissances-là étaient liées à la puissance du mammouth, à la puissance sexuelle du taureau, à la vitesse, à la rapidité du cheval, etc., soudain se sont désincarnées, se sont conceptualisées pour laisser la place au vent, pour laisser la place au bruit. Quand vous êtes dans une forêt, si vous avez le moindre petit craquement, vous avez l'impression qu'il y a un crocodile à côté de vous, alors que c'est un petit triton de rien du tout. Ça déforme énormément les bruits de la forêt. Tous ceux qui ont une pratique le savent. Et donc, vous êtes la question depuis le paléolithique, c'est ça. C'est qui m'entoure? Je ne suis pas seul. Qui m'entoure? Avec qui est-ce que je dois communiquer? Et comment est-ce que je peux communiquer? Et à un moment, on trouve quelque chose. Ces gens, dans la forêt de Fontainebleau, sachant que le chaos rocheux installe une clairière. Dans cette forêt compacte, le seul endroit ouvert, vous savez, il y a énormément comme ça d'aventuriers dans la forêt amazonienne notamment, qui racontent que c'est tellement étouffant de ne pas voir le ciel qu'à certains moments, ils abattaient des arbres uniquement pour voir une trouée de ciel comme ça dans ce dôme vert permanent. Et donc le chaos rocheux introduit cet espace libre au milieu de la forêt. Donc cet espace libre, c'est évident qu'il devient une sorte de sanctuaire puisqu'il est lui-même entouré de cette verticalité des arbres. Donc ça veut dire qu'ici il se passe quelque chose, que ces pierres, on peut imaginer qu'elles sont tombées du ciel, enfin qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui est toujours l'ordre de la volonté. L'idée d'une nature hasardeuse n'existe pas. Tout est forcément codé, signifié, prémédité, et donc il s'agit de s'accommoder ces forces aussi puissantes qui sont capables, au milieu de cette forêt impénétrable, de faire ces grandes clairières comme ça de pierre. D'où l'idée, évidemment, en se glissant dessous, de peut-être, c'est peut-être ici l'invention de la crypte, voyez, c'est-à-dire que dans ces cryptes de pierre, là, on laisse des petits messages pour les puissances invisibles. Ça va me permettre, Jean a répondu à 5 questions d'un seul coup, et je vais lire quelques petites citations de lui pour vous donner envie de lire ce très très beau texte, et qui me permettent de rebondir sur ce qu'il vient de dire. Ces failles sont nos boîtes aux lettres. Nos boîtes aux lettres, celles des Mésolithiques. Ces failles sont nos boîtes aux lettres. Voilà une très très belle image pour moi. Je sais aussi que ça a beaucoup plu à Alain qui se l'est approprié. Je lui ai dit, c'est Jean qui avait dit ça. Tellement c'est vrai. Et je voudrais insister aussi sur le plaisir de cette rencontre que nous avons eue. Jean, quelque part, met des mots sur des soupçons, des hypothèses que nous formulons timidement. Vous savez, nous les chercheurs, on met un peu les choses à distance, hein. On n'ose pas toujours sauter le pas, mais il n'empêche qu'on a aussi notre propre imaginaire, hein. La recherche ne fonctionne qu'elle est stimulée par l'imagination. Et Jean stimule encore plus cette imagination en mettant des mots sur ces hypothèses. Oui, ces failles sont nos boîtes aux lettres. Ça correspond tout à fait à ce qu'on ressent, Alain et moi. Emmanuel, tu nous diras ce que tu en penses, mais c'est l'intimité du rituel, hein, l'intimité du rituel, et d'un rituel qui a à voir avec des forces qui sont des forces effectivement telluriques, bien sûr, hein, puisqu'on est dans la pierre. Qu'est-ce que je voulais lire d'autre? Bon, ce que tu disais aussi, à propos de la puissance aussi
des mises en mots et ce que tu disais tout à l'heure sur le quadrillage, hein, et sur ce premier peut-être ordonnancement du monde, sachant que ces carrés, ces rectangles, etc., ils sont déjà à l'état latent dans l'art du paléolithique, l'art des chasseurs de la steppe. Et vous savez, il y a des signes géométriques qui accompagnent les animaux. Mais la pleine expression, elle est là. Hein. Donc il se passe quelque chose dans le rapport au monde, dans le rapport mental au monde à ce moment. Je te lis encore, je reviens sur ce que tu disais sur les contrastes entre l'art paléolithique et cet art de quadrillage. L'art paléolithique, tu dis, c'est un art de voyeur. Et le mésolithique, tu dis, un imaginaire de myope. Et je te cite, de myope. Nous avons développé un imaginaire à courte vue, un imaginaire de myope. Il n'est plus d'image, on y revient, que produite par les constructions de la pensée, de la rêverie, constructions mentales symboliques, qui ne doivent plus rien au réel. On vient d'en parler. Alors, tu écris aussi, et là je voudrais te reposer une question. J'ai 2 questions encore à te poser. Hein. Et il nous reste 5 minutes parce qu'il faut aussi que je discute un peu avec Emmanuel. Alors, tu écris, et n'allez pas penser que nous semons ces signes comme le font les animaux pour marquer un territoire. C'est très exactement le contraire. Car nous, c'est le territoire qui nous marque. Alors voilà un lien direct avec le thème du festival, la nature comme environnement. Là, nous sommes dans une cosmologie totalement opposée. C'est l'environnement, si tant est que cette notion avec sa connotation d'extériorité, hein, l'environnement c'est ce qui nous entoure, si tant est que cette notion d'environnement qui nous entoure ait un sens dans ce contexte. C'est donc ici ceux qui l'entourent qui modèlent le chasseur-cueilleur. Alors qu'avec le néolithique, l'invention de l'agriculture et de l'élevage, l'homme crée de la nature extérieure à lui. C'est à ce moment-là qu'il commence à créer de l'environnement, n'est-ce pas ? Est-ce que tu peux commenter un peu cela et cette idée du territoire qui marque les chasseurs-cueilleurs, alors que les agriculteurs, ils vont faire du paysage, ils vont faire de la nature ? C'est-à-dire qu'il y a évidemment cette obligation de composer avec ce qui est, puisqu'on n'impose pas à la nature, on n'est pas maître et possesseur de la nature, comme le dira plus tard Descartes, et que donc on fait avec. Hein, quand c'était les grands animaux, quand c'était la steppe, eh bien il suffisait d'aller à la chasse et de revenir avec un renne, avec un cheval, avec ce que l'on veut, et de le débiter, de faire sécher la viande et tout ce qu'on sait. Lorsque la forêt pousse, tous ces grands animaux-là disparaissent, ils sont repoussés. Hein, un cheval ne fait rien dans une forêt, un mammouth encore moins, et un rhinocéros pas du tout. Donc il s'agit à partir du moment où et c'est la grande frustration de l'homme, elle est là, c'est toujours d'être dépendant de cette nature-là, jusqu'au moment où il va retourner ce rapport de force en sa faveur. C'est-à-dire, la nature, je la domine, je fais pousser les plantes que je cueillerai à telle époque l'année prochaine, je parque les animaux de façon à ce que les accouplements se fassent là et que je puisse récupérer après le lait des veaux, etc. Enfin, à partir du moment où les gens du néolithique inventent l'agriculture et l'élevage, la nature est dominée. Elle est tellement dominée que la grande invention des néolithiques, c'est l'arasement de la nature. C'est-à-dire on plante, tous ceux qui ont fait du jardinage savent qu'au bout de 2-3 ans, la terre s'épuise, et les gens du néolithique, ils vont voir ailleurs. Ce qui fait que tout le Moyen-Orient, qui était le croissant fertile, qui était une zone extraordinaire, c'est devenu, grâce aux gens du néolithique, un désert en quelques milliers d'années. Donc cette contingence comme ça de la nature, c'est la grande frustration de l'homme. Au Mésolithique, il y a cette chose qui se passe donc, qui bouleverse les habitudes précédentes, puisque, au fond, ce qui occupait beaucoup les gens du Paléolithique, donc la chasse, qui implique la chasse des grands troupeaux, ça implique la participation de tout le groupe pour rabattre, etc. et tout. Et donc, quand ces grands troupeaux-là disparaissent, vous vous retrouvez avec le petit gibier de la forêt. Et le petit gibier de la forêt, ça amène à l'individualité. Il n'y a pas besoin d'être 15 pour rattraper un lapin. Hein. Or, on sait, parce qu'on a trouvé
restes fossiles comme ça. Ils connaissaient le cordage, donc ils connaissaient les filets. Donc c'est évident que la science de la trappe au Mésolithique, c'est l'essentiel de la chasse. Et donc on voit bien aussi le changement de mentalité. Le groupe qui est nécessaire pour la chasse aux grands animaux du Paléolithique ne l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de simplement attraper des lapins et les petits animaux que l'on trouve dans la forêt. Ce qui veut dire qu'il y a une individualisation, hein, on passe d'une prière cathédrale à une prière d'oratoire. Chauvet, c'est pour le groupe. La forme même, peu importe que le groupe, on ne sait s'il venait s'y recueillir, mais en tout cas, c'est le volume qui est choisi. C'est un volume imposant. Ici, on voit bien qu'on passe du groupe à l'individu, et pour l'individu, eh bien, une petite cavité, ça suffit. Après, c'est exactement lorsque vous êtes dans une petite chapelle et que vous mettez vos 3 cierges comme ça pour assurer un succès aux études de vos enfants. Mais c'est une demande individuelle, qui n'est plus une demande collective. Et sans doute que ce rapport comme ça à la nature, au Mésolithique, change aussi tout ce système mental, toute cette perception du monde et toute cette aussi science de l'esprit. Donc, évidemment, on n'aura jamais les preuves et les témoignages de tout ça, mais il se trouve quand même on voit bien comment on est passé de ces sanctuaires cathédrales à ces petites niches votives de la forêt de Fontainebleau, qui implique encore une fois de passer du groupe à l'individu. Et c'est quelque chose qu'on a connu au Moyen-Âge, lorsqu'au XIIe siècle, vous avez ces grandes foules comme ça qui se déplacent pour envahir les cathédrales, et puis après le XIVe siècle, donc la peste, la guerre de 100 ans, etc., où l'Europe va perdre les 2/3 de ses habitants selon Froissart, eh bien on va se replier comme ça. C'est-à-dire c'en est fini de ces grands mouvements, et on va se replier sur l'oratoire, sur la chapelle personnelle, etc. Donc c'est quelque chose que l'on connaît, comment les grands bouleversements, en l'occurrence c'était les épidémies au Moyen-Âge, comment les grands bouleversements ces épidémies ont amené la fin des grandes cathédrales et à la naissance et poussé à la naissance de ces petits oratoires, en sachant qu'on passe aussi avec ces petits oratoires au livre d'heures. Le livre d'heures individuel pour ceux qui ont les moyens bien sûr, et jusqu'à l'invention de l'imprimerie, et que dans ces cavités-là, on est si à Lascaux et à Chauvet, on est devant ces grandes fresques murales des cathédrales, à Fontainebleau, on est plus proche du livre d'heures. Alors, une dernière question, mais tu réponds brièvement, Jean, parce qu'il faut que je passe à Emmanuel. Mais je ne peux pas ne pas te la poser. Une partie de la réponse sera, je crois, dans ton prochain ouvrage. Je te cite à propos du néolithique. Donc c'est la fin. Les agropasteurs, les paysans, les premiers paysans, 6e millénaire avant Jésus-Christ, par chez nous. Tu écris, c'est le Mésolithique qui parle, c'est pourquoi nos successeurs du Néolithique, qui sortiront vainqueurs de ce combat contre la forêt, feront de la hache un objet de dévotion. C'est par la hache qui taille dans le vif de la forêt que le salut viendra. Et le culte de la verticalité, de la hauteur et du chef solaire, et par la même occasion, la terreur. Cette terreur se poursuit, n'est-ce pas ? J'en ai peur, oui. Là, j'ai été bref. Mais bien sûr que la différence, alors là, du coup, qui est flagrante entre les gravures du Paléolithique et celles du Néolithique, c'est qu'on voit arriver la violence sur les gravures du Néolithique. Chauvet, c'est inquiétant. Quand vous êtes devant le grand panneau comme ça des lions, il y a cette espèce de meute comme ça féroce qui sont...
qui sont une projection des peurs nocturnes, mais bon. Mais vous n'assistez pas à des scènes de guerre, à des scènes de bataille, de meurtre. Il n'y a que la scène du puits à Lascaux qui est plus symbolique qu'autre chose et en plus très mal dessinée. Donc on va dire que je ne suis pas sûr qu'elle compte autant qu'elle ait autant d'importance qu'on veuille bien lui en accorder. Mais dès que vous passez au néolithique, c'est la violence. Voilà. Et la violence pour une raison, c'est que l'homme est tellement persuadé d'en avoir fini avec les puissances que tout ce combat qu'il avait mené contre les puissances supérieures, il le retourne contre le semblable. Voilà. Et avec au cœur de tout ce qui est la terreur, c'est la question de l'autre, de la différence, de l'autre vu comme prédateur, de l'autre vu comme quelqu'un qui va prendre la place, enfin, etc. Et que cette terreur-là, il est évident qu'elle est toujours là, oui. Merci Jean. On y reviendra peut-être dans la discussion finale. Et ne manquez pas le prochain livre de Jean qui parlera beaucoup de tout ça, avec des résonances politiques, n'est-ce pas? Je me tourne vers Emmanuel Breteau, donc l'auteur de toutes ces photos que nous contemplons. Emmanuel, un art de myope pour le Mésolithique, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu as été obligé de faire aussi des photos de myope pour en témoigner? Bah oui, parce que vu l'exiguïté des lieux, on est obligé de se contorsionner et on a forcément le nez sur les figures. On a même des fois du mal à placer la tête et l'appareil photo. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, dans cette myopie, parce que j'ai revu des photos à la lumière de la préface de Jean, c'est très exigu, c'est très exigu, au point, n'est-ce pas, Alain, que parfois on se demande si ce ne sont pas seuls des enfants ont pu accéder à certaines cavités. Cette question se pose. Elle se pose dans un cas en particulier, dans une cavité extrêmement étroite, qui ne peut être pénétré que par un petit hublot qui fait 35 cm à peu près de diamètre. Seul un enfant d'une 10 à 12 ans, en prenant les statures actuelles, peut rentrer. Et il y a des gravures qui ne sont pas à portée de bras dans cet abri. Donc un enfant est rentré et a gravé. Il était absolument impossible qu'un adulte puisse rentrer. Mais c'est un cas unique. Donc on ne peut pas généraliser, extrapoler et appliquer un rite d'initiation, évidemment, à ces gravures. Mais il y a un cas avéré où un enfant a gravé. Quoi qu'il en soit, c'est souvent très inconfortable, je peux en témoigner, et ça fait partie aussi de tout le contexte de ces exercices de piété. Alors dans cette myopie, tout se confond un peu dans tes images, courbes et lignes, animales, minérales, végétales. Sur tes photos, les roches deviennent parfois vivantes. Moi, j'ai vu pas mal d'animaux, des peaux d'animaux. Moi, c'est comme ça que j'ai vu. Ici, et je reprends la discussion avec Jean, la nature est plus qu'un environnement, n'est-ce pas? Moi, je les trouve pas si inconfortables que ça, ces grottes. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'y rentrer, parce qu'il faut ramper. Et je trouve qu'une fois qu'on est installé, on est pris par cet univers. Je trouve que les courbes sont assez sensuelles. Le grain de la roche aussi, c'est assez doux. Et c'est tellement fourni en gravure qu'on y passe on y a passé un temps complètement fou dans des grottes qui font peut-être 3 mètres cubes. On a pu y passer 8 heures sans voir le temps passer. Et c'est ça qui est vraiment... il y a un côté fascinant dans ces lieux. Fascinant et puis mystérieux. Moi, à la limite, je cherche pas à percer le mystère. Je crois que ça me gâcherait un peu mon rêve de percer le mystère. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est d'être
d'avoir une démarche à cheval artistique et puis de travailler en lien avec des scientifiques. Voilà, et le fait qu'il y ait peu de réponses à cet art, moi ça me laisse ma liberté de non compétent en archéologie, de rêver, d'amener de rêver à ce lieu, à ces gens qui étaient dans ces mêmes positions il y a 8-10 000 ans, qu'on gravé, pourquoi ils ont gravé. Bon, on pense que, voilà, moi j'imagine un lieu de culte, voilà, je trouve que ça fait poser plein de questions et sans réponse. Et ce serait un peu comme, moi, je suis pas du tout croyant ou mystique, mais je trouve que ça nous mène à nous poser plein de questions, voilà, sur le sens de la vie. Et je pense que ces gens-là, ils s'en posaient déjà. Et voilà, je cherche pas spécialement de réponse. Au contraire, ça me plaît qu'il n'y ait pas de dogme derrière. Moi, j'en cherche, parce que je suis chercheur. Bah oui, c'est ton boulot. Et le dialogue avec des créateurs, justement, m'éclaire. Tu viens de dire quelque chose qui me paraît central, qui complète ce que j'avais dit. J'avais dit que l'accès à ces cavités est parfois difficile, inconfortable. C'est pas de la grande spéléologie, mais ça donne des courbatures. Mais après, une fois qu'on est dedans, on s'y sent bien et on perd assez vite la notion du temps. C'est toujours un peu le cas sous terre. Vous savez, autrefois, on avait parlé de cette théorie sur le chamanisme pour l'art paléolithique, avec des énormes truismes, parce que l'idée des auteurs, ils parlaient d'altération de la conscience. Bah oui, mais dès qu'on est privé de lumière, de son extérieur, bah oui, l'altération de la conscience commence. C'est un truisme de dire ça. La conscience est toujours altérée dans le milieu souterrain, et très vite. On perd très vite la notion du temps. Bon, et par ailleurs, elles sont accueillantes, rondes, girondes. Dans toutes les cosmologies, c'est un invariant parmi d'autres sur lesquels se fonde la poétique de mon ami Jean. Dans toutes les cosmologies, tout ce qui est grotte, cavité, c'est très féminin. Il faut pas tourner autour du pot longtemps. C'est bien souvent l'origine du monde. Donc c'est pas étonnant qu'on s'y sente bien. Voilà. Et donc tout ça, ces interactions, etc., nous donne le droit, à nous chercheurs, de s'autoriser justement ce retour à ces invariants invariants, c'est-à-dire donc des régularités qu'on observe d'une société à travers le monde et à travers le temps, et qui nous donnent le droit de poser des hypothèses. Alors, Jean Rouault donc a appelé son texte « Cela n'est pas un tag ». Cela n'est pas un tag, pour dire à quel point cet art n'est pas ostentatoire, n'est-ce pas, Jean ? Alors ni un graffiti, ce n'est pas des graffitis, mais tout de même, il y a un lien fort, Emmanuel, entre ton œuvre et Brassailles. Tu es d'accord ? Brassailles qui disait d'ailleurs, gravé sur un mur, c'est retrouver l'antique geste humain et aussi l'antique façon de découvrir le monde. Et on ne peut pas ne pas penser à Brassailles quand on regarde tes photos. Brassailles, dont les photos sur les graffitis ont été éditées aussi par Xavier Barral, d'ailleurs. C'est peut-être pas un hasard. Je parle de Xavier Barral, de son goût. Alors, un commentaire là-dessus, car il y a aussi ce qu'on appelle des graffitis parmi les motifs les plus récents. On en a vu. Où commence, Emmanuel, le graffiti pour toi ? Où est-ce qu'il commence ? Où est-ce qu'il se termine ? Nous, c'est un problème d'archéologue. Qu'est-ce qu'on garde ? Les peintures, les coups de peinture, là, à 1 mètre du cheval, on va sans doute les enlever. Mais après tout, ce sont des graffitis et on ne va pas effacer les graffitis de 1850, 1860 et tout. Alors, où ça commence le graffiti pour toi et où ça se termine ? Bon, en effet, Brassailles, c'est une référence pour moi. Ces photos de graffiti des murs de Paris, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort, très graphique, et puis c'est les enfants qui ont fait ça, donc je trouve que c'est des œuvres assez essentielles. Et moi, finalement, c'est le graffiti qui m'a amené à l'art rupestre, parce que je faisais un travail, je suis photographe, je faisais un travail sur le pastoralisme dans les Alpes, et donc je fais beaucoup de photos de transhumance, le métier de berger, tout ça.
Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de graffitis sur les rochers dans les Alpes. Donc c'était une date, moi, JR, gardé ici en 1856. Il n'y avait pas d'herbe, voilà. Donc c'est des bergers, donc des gens seuls évidemment, qui confiaient un peu soit qui signaient les roches, ou d'autres confiaient vraiment leur état d'âme aux rochers. Ils pouvaient écrire, voilà, il y a eu un orage, il y a 20 brebis qui ont sauté une barre, je vais me faire assassiner par mon patron. Voilà. Et tout ça, ça m'intéressait parce que les bergers, c'est comme des gens qui sont assez fiers, enfin assez secrets. Et je crois que j'ai vraiment mesuré la difficulté de leur boulot à travers ces graffitis. Et des graffitis des gens qui ont fait le même métier au même endroit et qui avaient grosso modo le même matériel. Et qui se servaient de ces roches un peu comme d'un carnet intime. Et donc j'ai commencé à faire ces photos-là avec Nathalie Magnardi, qui est ethnologue et qui avait recensé ces graffitis à la Vallée des Merveilles. Donc la Vallée des Merveilles, c'est les gravures de l'âge du bronze. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la préhistoire. Forcément, on est fasciné. Et puis, ces graffitis sont très compliqués à voir. La gravure, c'est compliqué à photographier. Il faut toujours avoir des lumières rasantes. La lumière naturelle, elle n'est pas toujours satisfaisante. Et puis, du coup, je faisais les photos la nuit. Je repérais les gravures de jour. J'essayais de faire des itinéraires et puis de retrouver les gravures pour les photographier de nuit. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant qu'en forêt de Fontainebleau, parce que vous êtes à 2000, 2500 mètres d'altitude, vous êtes seul en montagne. Et c'est vrai que ce que disait Jean tout à l'heure, tous les sons prennent une importance énorme. Il y a un torrent qui fait un boucan énorme, vous aviez pas remarqué de jour. Enfin, il y a un chamois qui part en courant, ça vous fait faire un bond. Mais au bout d'un moment, je dis pas qu'on s'y habitue. Si on s'habitue quand même à se déplacer comme ça, au bruit, en fait, on les apprivoise, on apprend à se connaître. Et puis, ce qui m'a intéressé à la Vallée des Merveilles, c'est que donc il y a ce mélange de gravures proto-historiques, donc de l'âge du bronze, et puis souvent vous avez un dit graffiti au milieu des cornes d'une représentation d'un bovin. Donc les personnes qui ont gravé ont vraiment vu ces gravures plus anciennes sans forcément en connaître l'importance. Et les archéologues, il y a une cinquantaine d'années, condamnaient ces graffitis. Ils disaient oui, ils détériorent ce patrimoine préhistorique, tout ça. Et aujourd'hui, je vois que les scientifiques y apportent une importance. Et maintenant, il s'est passé 50 ans, et puis ces graffitis, finalement, ils amènent un témoignage. Et d'ailleurs, ils ont été rebaptisés gravure historique. Voilà, on parle plus de graffiti, on parle de gravure historique. Bien. Oui, vas-y. À Lascaux, du temps qu'on pouvait y entrer librement comme ça, il y a des gens qui se sont mis aussi à écrire leur nom. Et sur un bison, il y a quelqu'un qui a écrit Marcel. Depuis, on l'appelle le bison Marcel. Mais il a réussi son coup, Marcel. Alors, avant de vous passer la parole, parce que on aimerait bien vous entendre, tiens, une petite citation de bataille. Brassailles. Acte manqué. Brassailles, bataille d'Ascaux. Le secret de l'homme d'aujourd'hui n'est pas moins profond que celui de l'homme des cavernes, et celui d'aujourd'hui a l'avantage d'être vivant. J'aime bien. Alors, plutôt que de conclure, je vais annoncer quelques perspectives. Je vous rappelle d'abord, je remercie Emmanuel, Jean et Alain pour cette nouvelle discussion. On n'arrête pas, ça s'arrête pas. Puis on va continuer tout à l'heure.
Plutôt que de conclure, je voudrais annoncer des perspectives. Je vous rappelle d'abord que vous pouvez encore visiter l'exposition au musée de Nemours jusqu'au 12 novembre prochain et y découvrir d'autres photos d'Emmanuel. Ça ne s'arrête pas aux 50 qu'on a vues là. Et je crois que l'exposition viendra à Fontainebleau ensuite, pendant un mois. Le 6 octobre prochain, on donnera à Nemours, Alain Bénard et moi-même, et d'autres collaborateurs encore, une conférence au musée de Nemours sur un programme collectif qu'on a lancé avec le soutien de la DRAC Île-de-France, un programme qui réunit une dizaine de chercheurs, archéologues, et qui consiste à numériser par photogrammétrie, photo 3D, les abris les plus remarquables. Dans un triple but, archiver ce patrimoine menacé au moyen d'empreintes numériques. On a les moyens aujourd'hui donc de garder des doubles. Et voilà. Et au cas où on aurait un coup de peinture sur le cheval, eh bien, ça y est, il est numérisé, il est sauvegardé, je vous l'annonce. Hein. L'humanité pourra en bénéficier autant de temps que les modèles numériques se conserveront, mais on va faire des impressions, bien sûr, puisqu'on peut utiliser les imprimantes 3D maintenant. L'idée, c'est aussi d'aller plus loin dans les études, les nombreuses études qui ont déjà été faites, et notamment voir s'il n'y a pas un peu d'ordre dans ce fouillis apparent. Hein. Moi, je crois qu'il y a un peu d'ordre, et on a les moyens d'essayer de trier un tout petit peu tout ça. Des règles d'organisation, etc. On peut en discuter si vous souhaitez. Voilà. Et troisième objectif, mieux valoriser encore ce patrimoine fragile, parce que moi, je crois beaucoup à l'éducation populaire, donc c'est en faisant connaître de façon, élégante, avec bon goût, qu'on incitera les gens à faire ce qu'ils font déjà, hein, à respecter ce patrimoine. Pourquoi pas un jour des doubles, comme Chauvet et Lascaux. On est en train de s'en donner les moyens, n'est-ce pas, Anne-Sophie? Peut-être qu'un jour le musée de Nemours accueillera un double. On ne sait pas, d'un de ces abris. Un site internet d'abord, c'est sûr, avec la volonté qu'il soit le lieu de rencontre, comme aujourd'hui, entre archéologues et créateurs de toutes sortes. Et je vous signale pour finir qu'une compagnie de danse, la compagnie Tramaluna, a conçu une chorégraphie spéciale autour de l'exposition de Nemours, et qu'elle donnera des représentations donc les 17 et 18 novembre prochains. Moi aussi, ça m'a beaucoup intéressé en tant que chercheur, cette autre façon d'approcher cet art difficile. Donc 17 et 18 novembre prochains, et si ça vous intéresse, pensez donc à réserver sur le site internet du musée de préhistoire d'Île-de-France, ou sur son téléphone. Voilà, je vous remercie, et on a, je crois, 10 minutes